Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus pour assister à cette table ronde des rendez-vous de l'histoire du monde arabe sur consacrée au travail en ville. Lorsque l'équipe qui a organisé ces rendez-vous de l'histoire a réfléchi sur ce thème de la ville, beaucoup d'idées ont été lancées, qui proposaient d'aborder la ville sous l'angle de son architecture, de son urbanisme, de sa culture, de certaines catégories de ces populations qui s'y trouvaient. Mais une fois qu'on avait fait ce grand tour de tous les sujets que chacun pouvait imaginer, finalement, il manquait un certain nombre de choses, et en particulier, ce qu'il manquait, c'était finalement de savoir ce qu'on y faisait dans cette ville. Bien sûr, il y a de la culture en ville, bien sûr, il y a des hommes et des femmes qui vivent, mais quelles sont les activités qu'on trouvait dans ces villes? Et c'est donc pour cela que nous avons pensé qu'il pouvait être utile de parler de ce sujet un peu difficile peut-être, mais essentiel, qui est la question du travail. Alors je partirai d'un guide précieux, qui est en même temps un des chefs-d'œuvre de la littérature arabe, de la pensée arabe médiévale, qui est donc la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, l'introduction, la théorie de l'histoire en introduction de son histoire universelle, rédigée par le grand historien maghrébin Ibn Khaldoun à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle. Et Ibn Khaldoun, dans sa théorie de l'histoire, dans sa présentation de l'histoire, fait une place particulière à la ville. Dans la 4e et la 5e partie de la Muqaddima, il présente la ville comme le centre du pouvoir, mais aussi, parce qu'elle est le centre du pouvoir, la ville comme le point d'achèvement, d'aboutissement, d'accomplissement de la civilisation. Et les deux marques principales de l'accomplissement de la civilisation, c'est le développement des arts, et le développement des arts au sens disons, tout ce qui peut être fabriqué par la main de l'homme, tout ce qui relève d'un artisanat au sens ancien du terme, et le développement des sciences de l'esprit, de tous les types de sciences, qu'elles soient profanes ou religieuses. Et donc on a dans cette 5e partie de la Muqaddima une description de ce qu'Ibn Khaldoun désigne comme les principaux arts. Je voudrais simplement la mentionner, parce que ça va nous mettre tout de suite dans cet univers du travail en ville. L'agriculture, l'architecture, l'art du menuisier et du charpentier, l'art du tisserand et du tailleur, l'obstétrique, la médecine, où il ajoute « cet art est plus utile dans les villes qu'à la campagne », l'écriture et la calligraphie, qui sont au nombre des arts humains, l'art des libraires et l'art du chant. Voilà donc tous ces artisans, qui pour certains sont aussi des artistes, pour beaucoup sont aussi des artistes, qu'Ibn Khaldoun va classer dans cette vaste typologie des différents métiers que l'on peut exercer tout en étant en ville. Et on voit tout de suite que cette liste nous bouleverse un peu dans notre idée de ce que nous avons du travail en ville. Puisque dans ce travail, Ibn Khaldoun accorde une place importante à l'agriculture, donc à ceux qui sont à cheval, on pourrait dire, entre la ville et la campagne, dans ces zones un peu intermédiaires, mais aussi à l'art de l'écriture, à l'art de la calligraphie. On va avoir l'occasion de reparler de ces katibs, de ces secrétaires qui officiaient donc, dans les administrations et qui étaient très présents dans les villes, l'art des libraires et différents autres types d'art, l'architecture aussi par exemple. Donc, qui est à l'origine des villes en islam? C'est un peu la question que Ibn Khaldoun pose de manière sous-jacente. Pour lui, c'est bien sûr le pouvoir. C'est le pouvoir qui fonde les capitales, les grandes capitales. Il n'y a pas de grande capitale sans grand pouvoir. Mais qui fait que la ville se développe, qu'elle devient un corps complexe? Bien entendu, c'est bien plus que le pouvoir, ce sont des hommes et des femmes. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui vont être l'objet donc, de notre discussion aujourd'hui. Alors, nous avons la chance d'avoir 4 grands spécialistes de l'histoire des villes, de l'histoire aussi des cultures urbaines, de l'histoire des sociétés urbaines, qui vont nous permettre de couvrir l'ensemble du spectre chronologique, en partant des débuts de l'islam jusqu'à l'époque très, très contemporaine. Donc en commençant, je vais les mentionner par ordre chronologique, donc avec Roland-Pierre Guéraud qui est à ma droite, qui est donc ancien chargé de recherche au CNRS, chercheur associé au laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée, connu aussi sous le joli nom de l'A3M, LA3M, c'est ça l'appellation ? LA3M, donc à Aix-en-Provence, qui est donc un archéologue médiéviste
et qui a dirigé des fouilles extrêmement importantes au Caire, sur le site d'Istab el-Antar, entre 1985 et 2005. Donc, donc les chantiers de fouilles se sont étalés sur cette période, et ces fouilles sont donc en cours de publication actuellement. Ensuite, donc, si on continue dans le temps, deux grands contemporains, l'un au Maghreb et l'autre en Égypte, donc Nelly Hanna, qui est ici donc à ma gauche, professeur des universités à l'American University of Cairo, qui est donc une grande spécialiste de l'histoire sociale, économique, culturelle du Caire, de l'Égypte à l'époque moderne, et Abdelhamid Henniya, donc, qui nous vient de Tunis, professeur émérite à l'Université de Tunis, à la faculté des sciences humaines et sociales, et qui est spécialiste d'histoire sociale et culturelle du Maghreb à l'époque moderne. Enfin, nous terminerons notre parcours avec donc Elisabeth Longness, directrice donc chargée de recherche au CNRS et ancienne directrice scientifique du département des études contemporaines de l'Institut français du Proche-Orient, qui est donc sociologue, mais avec donc un regard historique aussi. Enfin, vous en parlerez tout à l'heure. Alors, Roland-Pierre Guéraud, je voudrais commencer donc avec vous, avec ces fouilles que vous avez donc menées à Istab el-Antar. Je signale, donc, les fouilles sont en cours de publication, mais vous avez quand même publié beaucoup d'articles, disons, qui faisaient un état soit des rapports de fouilles, soit un bilan sur certains aspects des recherches que vous avez menées. Et je voudrais signaler en particulier donc, un chapitre dans ce très beau livre, qui est vraiment essentiel pour notre propos de ces rendez-vous d'histoire, le livre qui avait été dirigé par Jean-Claude Garcin, Grande ville méditerranéenne du monde musulman médiéval, dans lequel vous avez donc coécrit un chapitre sur Fustat le Caire à l'époque fatimide, avec Ayman Fouad Saïd, donc un grand spécialiste aussi de l'histoire du Caire égyptien. Et puis vous avez publié aussi un chapitre sur les aspects plutôt commerciaux donc, de cette histoire de Fustat, dans un autre volume collectif sur les mégapoles méditerranéennes à l'École française de Rome. Donc ce site de Fustat donc est vraiment essentiel pour l'histoire des villes au début de l'islam. Et il est aussi essentiel, je dirais, d'un point de vue méthodologique pour notre propos, parce que sur ces premiers siècles, finalement, pour parler du travail en ville, l'archéologie est une ressource qui est incontournable. Donc voilà, la question que j'aimerais vous poser pour commencer, c'est donc que peut nous apprendre l'archéologie de la place de ces activités économiques, artisanales, dans la ville, si tant est que Fustat Istab el-Antar soit dans la ville ou en dehors de la ville, vous allez peut-être revenir sur ce point, à partir du cas donc, d'Istab el-Antar que vous avez fouillé. Bien. Donc, premièrement, pour répondre à votre question sur la ville elle-même et l'archéologie, effectivement, les fouilles permettent de saisir les mutations de la ville, de cette partie de la ville, mais avec des possibilités de raccrochage sur des parties qui sont hors de la fouille, évidemment. Et donc l'évolution de la ville du milieu du 7e siècle jusqu'au 12e siècle. Et en même temps, d'avoir une idée plus précise de ce qu'est la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une zone urbanisée et bâtie, c'est tout un ensemble de zones grises, si on veut, dans lesquelles justement s'exerce une bonne partie des activités de la ville, que ce soit les carrières, que ce soit les chaux-fourniers, les potiers, tout ce qui est équarrissage, les abattoirs, tout un tas de métiers qui demandent alors polluants d'un point de vue olfactif, parce que quand il y a des tanneries, c'est insupportable. Donc elles sont toutes au sud de l'agglomération parce que le vent dominant est du nord. Mais également, en ce qui concerne par exemple les potiers, il ne s'agit pas uniquement, ou les abattoirs, il s'agit aussi d'avoir de la place. Parce que la mise en œuvre de l'activité nécessite une place très importante, ce qui n'est pas le cas pour d'autres activités professionnelles qui peuvent être restreintes à des échoppes, comme tous les tourneurs de bois, les polisseurs de pierres dures, enfin, etc., toutes ces activités, et y compris d'ailleurs les verriers, parce que vous pouvez avoir un atelier de verrier à l'intérieur de la ville, puisque la pollution qui est produite par un verrier, même d'ailleurs celle produite par un potier,
qui est donc un échappement de fumée. Somme toute, il faut avoir en mémoire que la ville comptait de nombreux hammams et que les hammams aussi produisaient de la fumée. Donc il n'y a pas plus de pollution à ce niveau-là de la part d'un atelier de verrier que de la part d'un hammam. Mais par contre, la pollution des tanneurs, là oui, elle est très importante. Et les équarrisseurs, en fait, tous ces métiers. Et puis, ce qui fait la ville, c'est-à-dire les carrières, c'est-à-dire les briqueteries, puisque là, en l'occurrence, on est à la fois dans une construction de pierre et une construction de briques, selon les briques crues et briques cuites. Et donc, par exemple, pour faire des briques, bon, déjà, il faut les façonner, les faire sécher, ça demande une surface considérable, et après les cuire ou pas, selon le type de brique, etc. Donc, il y a toute une zone, et j'y ajouterai aussi les cimetières, parce que lorsqu'on considère la ville, on oublie toujours les cimetières. Les cimetières sont, en tout cas au Caire, habités depuis le début, pratiquement. Et donc ça fait vraiment une partie de la ville, quoi, avec des gens qui sont chargés de l'entretien des tombes, du nettoyage, etc. Alors peut-être on va se concentrer justement sur l'histoire de Fustat. Donc Fustat, c'est une ville nouvelle, bâtie par les conquérants arabes, donc 640-641 au moment de leur installation en Égypte, ce qui veut dire qu'on rentre par l'archéologie vraiment dans ce qui faisait la texture de la ville. Et ce qui est intéressant peut-être, Fustat est une ville nouvelle, mais dans un pays ancien. Oui. Et c'est vrai qu'en Égypte, il y a donc des villes, des grandes villes avec un artisanat depuis des millénaires réputé. On peut penser à Alexandrie aussi, qui était vraiment très connue à l'époque gréco-romaine aussi pour la qualité de ses productions artisanales. Donc, est-ce que grâce à l'archéologie, on peut voir des évolutions dans la place du travail, dans la nature des activités économiques entre les villes, disons, de la fin de l'Antiquité en Égypte et puis ces premières villes islamiques dont Fustat est le meilleur exemple? Oui, alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une notion trop antique ou trop moderne de la ville et on oublie en fait le côté rural de la ville, le côté agricole. Et notamment là, on a dans les maisons de la deuxième moitié du 7e siècle ou de la première moitié du 8e, puisque à Istablarantar, l'habitat a été incendié en 750, très précisément en juillet 750, 31 je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc on a une datation très précise sur plus de 2 hectares, on a la couche d'incendie. Bon, c'est un épisode politique, c'est la chute des Omeyyades et les armées du Khorasan qui viennent au Caire, enfin à Fustat, le Caire n'existait pas encore. Et donc, on a la possibilité de voir le changement d'identité, le changement de nature du quartier qui a été rasé et détruit par l'incendie, mais qui reste apparemment en possession des mêmes personnes. C'est-à-dire que lorsque Fustat a été créé, Amr ibn al-As a divisé le territoire en khitat, c'est-à-dire donc en lots. Et la khita où je fouille, c'est la khita d'une grande tribu yéménite, les Ma'afir, qui sont une tribu associée aux Héméar, donc une très grande tribu yéménite. Et apparemment, ils y sont encore. Et ils restent de toute façon dans la mémoire, puisque Al-Makrizi, à la fin du 14e, début 15e, comme Ibn Khaldoun, parle toujours de la Dar el-Ma'afir. Donc quelque chose qui remonte bien plus haut que lui-même. Et c'est resté ancré dans le souvenir. Les Yéménites ont joué un rôle très important, d'ailleurs, d'un point de vue politique en Égypte, et notamment contre les Marouanides, auxquels ils étaient opposés, d'où l'incendie de Fustat. Alors on voit le changement, ça devient une nécropole. Il reste un habitat qui est un peu hors zone par rapport à la fouille, parce qu'il est sur la partie nord-nord-est, mais tout l'ensemble du plateau est même pas toujours occupé par la nécropole. Il y a toute une partie qui est abandonnée. Et ce sont des nécropoles importantes parce qu'on a des mausolées qui sont en fait les plus anciens connus jusqu'à l'heure actuelle, qui datent exactement entre 750 et 762. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'islam, d'une certaine manière, a entraîné
nouvel essor des activités économiques, commerciales, artisanales. Oui, excusez-moi, parce que c'est vraiment le début de la question. Non, c'est très difficile parce que, bon, il n'y a pas, je vais peut-être même me sortir légèrement du sujet, il n'y a pas de rupture. Il y a une rupture politique, ça c'est évident, le pouvoir devient musulman. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, moi, je préfère parler de conquête musulmane que de conquête arabe, parce qu'il y avait des Perses, il y avait des Syriens, il y avait enfin, tout un tas de gens qui ont participé à la conquête, y compris des chrétiens. Mais le moteur était l'islam, et la conquête a établi partout où elle a réussi un pouvoir musulman. Donc là, il y a une rupture. La rupture administrative en Égypte se fait très lentement, et en fait, la première vraie rupture est au IXe siècle, et après à l'époque fatimide au XIe. Et en ce qui concerne la ville, c'est très difficile parce que je pense qu'il faut qu'on se nettoie un peu l'esprit par rapport à l'exotisme de la ville orientale. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est en Orient qu'on a le plus longtemps gardé le modèle antique et non pas en Occident, d'une part. D'autre part, des phénomènes qui étaient attribués aux Arabes, comme par exemple l'occupation des grandes rues à colonnes et la division en boutiques. Alors évidemment, ça devient des souks, puisqu'on est dans un pays arabe. Or, en discutant avec des collègues grecs, ils viennent de découvrir à Thessalonique le même phénomène au même moment, au 7e siècle, c'est-à-dire la grande rue à colonnes de Thessalonique qui est subdivisée en boutiques à ce moment-là. Et là, les Arabes n'ont jamais mis les pieds à Thessalonique. Donc, il n'y a plus le côté exotique d'avoir transformé la grande rue à colonnes en souk. On ne peut plus appeler ça comme ça. Donc on a des mutations de ce genre. Après, il y a des choses qui sont particulières au monde arabe, mais on est dans les détails. Par exemple, paradoxalement, à l'époque islamique, c'est là qu'apparaissent les petites poupées en os qui sont très répandues. Bon, alors on se dit, la figuration humaine, l'islam, bon, mais oui, quand même, ça vient de là. Mais ça, c'est du détail, quoi. Ce sont des aménagements. En gros, on a... oui, le changement que peut produire l'Empire musulman, c'est qu'au moment de l'Empire romain ou byzantin, on avait un espace morcelé, notamment entre les Sassanides et les Byzantins, alors que à partir du moment où cet espace est unifié, même s'il y a des divergences politiques, ça reste un espace unifié. Depuis l'Espagne et le Maroc jusqu'aux confins de la Chine, on a un seul et même espace, avec des circulations, avec le rôle que joue le pèlerinage de la Mecque pour les rencontres. Les Fatimides ont conclu quand même un contrat avec les Tunisiens, enfin les tribus berbères de Tunisie pour prendre le pouvoir et s'installer à Tunis. C'est à la Mecque que ça s'est passé. Et d'autre part, le contact presque direct par les voies de terre, mais surtout par la mer Rouge, le golfe Persique et l'océan Indien avec la Chine. Et dès le 8e siècle, il y a plusieurs comptoirs arabes en Chine. Et ça joue un rôle très important, évidemment, pour le changement. C'est-à-dire que les contacts d'Extrême-Orient qui existaient à l'époque romaine, mais qui étaient ponctuels et vraiment pointillés, deviennent permanents à l'époque arabe. Mais donc vous-même, vous êtes spécialiste de céramique, entre autres. Enfin, Non, c'est pas. Plus exactement, je suis archéologue. Ouais. Je fais de l'archéologie parce que je suis historien, et je fais de la céramologie parce qu'on ne peut pas faire de l'archéologie sans faire. En tout cas, c'est un domaine dans lequel votre compétence est très reconnue. Il me semble qu'il y a quand même des innovations techniques dans le domaine de la céramique, dans le domaine du verre aussi. C'est pour ça que je parlais des contacts avec l'Extrême-Orient. C'est-à-dire, mais alors c'est pas très connu. Bon, actuellement, en ce qui concerne la réapparition de la glaçure, parce que bon, en Égypte, il y avait eu une glaçure depuis au moins le Moyen Empire, qui disparaît peut-être au IIIe siècle après Jésus-Christ à peu près. Il faut peut-être expliquer juste ce que c'est la glaçure. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le vernis quoi, sur les céramiques. C'est donc une fusion d'ingrédients qui forment une vitrification à la surface des céramiques, et donc c'est ce qu'on appelle une glaçure. Il y avait aussi une vieille tradition mésopotamienne, iranienne également, mais
au début du IXe siècle, c'est une autre technique qui apparaît, qui est complètement différente, et pour le moment qui apparaît, je pense, à la fois en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak, pour simplifier, et en Égypte, et vraisemblablement par justement ces branches du golfe Persique et de la mer Rouge. Et cette technique correspond à ce qui se passe en même temps dans la Chine des Tang, et il y a des imitations et des importations de porcelaine déjà, et des imitations par rapport au style des céramiques. C'est-à-dire qu'on produit à phosphate des céramiques à décor de 3 couleurs, Tsansai en chinois, et ce qui est la céramique Tang par excellence. Il y en a pas mal au musée Guimet, si vous avez l'occasion. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a donc cette ville que l'on découvre par l'archéologie, qui est donc un lieu déjà d'innovation aussi, de réorganisation, dans laquelle ces activités artisanales occupent une place qui sont importantes. Je dirais qu'avec au fil des siècles, à partir du 11e, 12e, 13e, on est de mieux en mieux renseigné quand même sur ces métiers urbains, sur l'artisanat, puis à l'époque moderne encore plus. Alors je vais me tourner vers Abdelhamid Hennia, qui a lui-même donc beaucoup travaillé sur, disons, l'histoire sociale. Alors vous avez travaillé, donc je citerai simplement 2 publications importantes. Propriété et stratégie sociale à Tunis, entre le XVIe et le XIXe siècle, paru donc en 1999 à Tunis. Et puis un livre donc en arabe sur Tunis à l'époque ottomane, XVIIe, XIXe siècle, Construction de l'État et du territoire, dont une nouvelle édition est annoncée. Comment est-ce qu'on peut découvrir, comment est-ce qu'on peut apprendre la manière dont la société urbaine était composée, la place que les artisans, les travailleurs y occupaient à l'époque moderne? Comment est-ce que les historiens s'y prennent pour étudier cela à partir du terrain donc, que vous connaissez bien, la Tunisie? Merci. Si j'ai bien compris, tu veux que je parle des sources un peu que peut utiliser un historien, que pourrait utiliser un historien. Peut-être là qu'il faudrait d'abord rappeler quelques éléments fondamentaux pour comprendre tout cela. Qu'avec le XVIe siècle, il y a un renversement des rapports de force entre les villes d'un côté et les tribus d'un autre côté. Jusqu'au XVIe siècle, la domination était pour les tribus et non pas pour les villes. Et justement, et je parle pour le cas tunisien, beaucoup plus que pour les autres régions. Alors, après ce XVIe siècle, c'est un siècle de crise d'ailleurs, le rapport de force est en faveur des villes et la domination des villes continue jusqu'à aujourd'hui, et c'est la fin, après une fin progressive bien sûr des tribus. Résultat, ceci va donner naissance à d'abord une construction étatique avec une bureaucratie assez importante, sans cesse grandissante, et aussi une culture citadine, l'écrit principalement, qui va se développer d'une façon particulière à partir de cette date. Alors, ces 3 caractéristiques, bien sûr, sont à l'origine des sources écrites abondantes. On a, bien sûr, les archives, et la Tunisie est dotée d'archives, chose un peu particulière pour le reste du Maghreb, je ne parle pas pour le reste. On a des archives qui remontent au XVIIe siècle et des archives dues à cette bureaucratie paparassière de papier depuis cette date-là. Donc on a ces sources-là. L'autre type de source, il y a les documents WAPF, actes d'appropriation, qui deviennent abondants comme documents, et par comparaison, bien sûr, à la période précédente. Et puis aussi, il y a les écrits laissés par les ulama, les faqih, les chroniqueurs, etc. Mais il faut rappeler aussi une chose, qu'à partir du XVIIe siècle, le papier devient moins cher. Il y a une production assez importante de papier en Europe particulièrement, il est importé, et donc on fait des manuscrits, on écrit des actes, on reproduit des actes, et donc tout ça a permis cette abondance de sources.
Bon, quelle est la part du monde artisanal dans ces sources? Ce ne sont pas toutes les sources qui peuvent nous informer de ce monde artisanal. Alors, si je parle des archives, les archives où on a une documentation, la plus importante, c'est les archives. Ces archives sont dues à ces secrétaires, ces scribes, on les appelle les ketb. Bien sûr, on n'a pas les noms des ketb. Ils sont anonymes. Mais on a la trace de ces ketb, leur savoir-faire, leur art de faire. Ils sont des artisans artisans de l'écrit, artisans au sens vrai du terme. Donc, ils nous permettent de voir cet art de faire à travers leurs écrits. Et on a quand même dans certains documents qui portent sur le monde artisanal, mais pas sur la description de l'activité en elle-même, mais on recense les boutiques, par exemple, dans les souks. Et on sait que dans tel souk, il y a telle spécialité, telle activité. On peut déduire la prospérité ou la crise d'un secteur artisanal, mais pas plus que ça, à partir de ce document-là. On peut, dans les actes notariés et waqf ou actes d'appropriation, on a des informations sur les bienfaits affectés à ces activités artisanales. On a les noms des artisans, qui sont artisans et commerçants en même temps. Dans une boutique, il y a les deux activités en même temps, ne sont jamais séparées. On est artisan et commerçant en même temps. C'est pour cela qu'on parle du secteur artisanal et commercial. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que recenser et connaître ces choses-là. Dans les chroniques, dans les relations de voyage, on n'a pas grand-chose. Moi, je n'ai pas rencontré des descriptions des activités artisanales. Dans les chroniques, on parle très peu aussi. Les chroniqueurs, leur centre d'intérêt, c'est le palais et l'entourage du palais. Il y a un seul chroniqueur qui se distingue. C'est Sghayr Ben Youssef, qui a écrit les chroniques Al-Mashra' al-Melki, où il nous donne une description extraordinaire d'un tailleur de Béja qui se déplaçait dans une foire annuelle sur Bouzdira, et il nous a décrit d'une manière détaillée l'activité de ce tailleur, Terzi, Khayat. Voilà. Et donc, il n'y a pas grand-chose dans ces chroniques. Voilà, c'est ce que je peux... Donc des sources qui sont quand même, même si elles n'accordent pas une grande place à ce monde, qui sont quand même beaucoup plus riches que ce qu'on avait pour la période précédente, qui nous permettent d'avoir une petite idée sur la nature de ces travailleurs que l'on trouve en ville. Peut-être si on se pose la question de la manière dont on vivait dans la ville, donc des revenus dont on disposait. Il y avait, j'imagine, des rentiers, des personnes qui touchaient donc des rentes de propriété éventuellement situées à l'extérieur de la ville. Il y avait aussi donc des gens qui vivaient de leur travail, qui recevaient des salaires. Mais parmi tous ces gens qui vivaient de leur travail, tous n'avaient pas le même statut, tous n'avaient pas la même position dans la ville. J'imagine que les katibs que vous évoquiez tout à l'heure, ceux qui vivaient de leurs plumes, qui recevaient un salaire de l'État, de l'administration, n'avaient pas tout à fait la même position que les tanneurs, par exemple, qu'évoquait tout à l'heure Roland-Pierre Guéraud, ou les tisserands. Alors, comment est-ce qu'on peut situer ces différentes catégories ? Et peut-être aussi, voilà, cette catégorie des katibs, des secrétaires qui vous intéresse beaucoup, comment est-ce qu'on peut la situer par rapport aux autres travailleurs de la ville ? Bon, ces katibs sont d'abord, je peux les appeler, ils font partie de l'élite quand même, mais pas l'élite élite de peu, comme si je peux paraphraser le titre d'un ouvrage de Sanso, je crois. Élite de peu, c'est-à-dire qui ont fait une carrière tout leur cursus de l'enseignement. Il aurait pu devenir
alim, qadi ou autre chose, mais eux, ils se sont contentés d'un travail plutôt séculier et ils s'occupent des affaires de l'administration. Bien sûr, socialement, ils sont bien placés. On a quand même quelques noms de Katib qui ont émergé parce qu'ils ont laissé des chroniques en même temps, tels que, par exemple, le Wazir Sarraj, qui a écrit le Hulal Sundusiya, ou bien un autre très connu, Ibn Abi Dhiyaf, qui a écrit l'Ithaf al-Zaman, ou un autre qui a écrit aussi au temps de Hamoud Abesha, Tariq al-Bashi. Donc, certains parmi ces katib ont écrit des chroniques, et on voit leur performance. Ils écrivent parfaitement bien, bien sûr, en arabe littéraire. Mais quand on essaie de voir ce qu'ils ont écrit, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Nelly, ils ont écrit en arabe dialectal. Tous les documents que nous avons dans les archives, les registres fiscaux qui représentent à peu près 90% des archives sont écrits en arabe dialectal. Et c'est extraordinaire que ce phénomène commence au XVIIe siècle. Et là, je fais allusion à ce que Nelly a écrit dans un livre sur les classes moyennes. Elle montre parfaitement bien que ces gens-là s'intéressaient à ce type de langue. Et ce n'est pas quelque chose fait par hasard. Ce sont des gens qui veulent être proches des réalités. Et proches des réalités parce que les gens du peuple ne connaissent que cet arabe dialectal. Et puis même les dirigeants turcs qui ne connaissent, ils connaissent seule la langue dialectale et pas la langue littéraire. Donc, ils jouent un rôle d'articulation entre une structure étatique et le terroir. Et ce rôle extraordinaire, c'est-à-dire des gens... Moi, je dis ça, c'est un acte de modernité. C'est exactement ce qui se passait en Égypte, c'est ce qu'expliquait Nelly, et aussi en France ou en Europe. Le dialectal, c'est lui qui est dominé. Donc, de ce point de vue, il joue un rôle assez important, ces katib. Alors, je crois que là, vous nous invitez à faire un exercice qui est passionnant, qui est donc la comparaison, en quelque sorte, entre vos deux univers, Le Caire et Tunis. Juste pour avoir une idée, peut-être un ordre de grandeur, c'est pas les chiffres, évidemment, on sait bien qu'ils ne sont jamais exacts. La population de Tunis, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ça représente à peu près quel ordre de grandeur? Tunis. Oui, Tunis, oui. C'est difficile. Toute la Tunisie, c'est autour d'1 million. D'un million, ouais. Il y a des débats, un peu plus, un peu moins. Tunis, c'est vraiment... C'est quelques dizaines de milliers d'habitants. Oui, c'est difficile que je donne... Parce bon, c'était pas une question piège, hein, mais... Oui, c'est difficile de donner, parce qu'on a donné plusieurs chiffres. Ce sont des estimations. Des estimations, et qui peuvent être du simple au double. Ouais. Et donc, quand même, la proportion de ces katibs ou de ces secrétaires dans la ville, elle est relativement infime. C'est un petit groupe de quelques dizaines de personnes? Non. Ou c'est plus que cela? Plus. Non, ouais. Plus on avance dans le temps, plus ils sont la nombreux. bureaucratie de l'État se développait. Et donc, il y en a plus. Il suffit de regarder les registres. Et il y en a plein. Et plus, mais encore une fois, on ne peut pas donner un chiffre. C'est pour avoir des ordres de grandeur. Donc si on se tourne maintenant vers Le Caire, qui est quand même une des très grandes villes, encore l'une des plus grandes villes du monde méditerranéen à l'époque moderne, on a donc une population extrêmement diversifiée aussi d'un point de vue social, culturel. Néliana, vous avez, beaucoup travaillé sur, je dirais, ce qui fait le lien entre la société, la culture, l'économie. Voilà, vous avez poursuivi ce champ d'études qui avait été initié notamment par André Raymond. Je crois d'ailleurs que vous avez été son élève. Voilà. C'était votre directeur de thèse. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages en anglais. Je voudrais mentionner avec différentes échelles un ouvrage qui est très intéressant sur un personnage, mais à partir duquel vous avez élargi au monde qui l'entoure, qui est un grand marchand, Ismaël Aboukhtaqiya. Donc, avec ce titre très évocateur, c'est un livre qui est paru en 1998, Making Big Money. Voilà, gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, on pourrait dire, en 1600.
donc la vie et l'époque de Ismaël Abou Taqiya, donc un marchand égyptien, 1998. Ensuite, vous avez élargi à partir d'Ismaël Abou Taqiya à l'univers de ces classes moyennes, et notamment l'univers culturel, donc dans le livre In Praise of Books, A Cultural History of Cairo's Middle Class, 16th, 18th Century, donc pour la gloire des livres, pourrait-on dire, pour l'histoire culturelle des classes moyennes au Caire, ce qui était quand même très novateur parce que on avait toujours tendance jusque-là à opposer une sorte de culture de l'élite et puis une culture populaire, mais qu'on identifiait mal. Et puis aussi 2 ouvrages donc plus récents, un sur les artisans entrepreneurs au Caire et le capitalisme de début de la période moderne, 1600-1800, paru en 2011, et un livre donc intitulé Ottoman Egypt and the Emergence of Modern World, donc entre 1500 et 1800, donc l'Égypte ottomane et l'émergence du monde moderne, paru donc à l'Université américaine du Caire en 2014. Donc, je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire justement sur ce monde du travail, sur la façon dont il était organisé aussi dans la ville du Caire, sur ses relations avec le pouvoir peut-être, et puis après on pourra parler aussi des aspects culturels dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Pour commencer, nous avons beaucoup plus de sources que ce qui se trouve à Tunis, et je crois que ceci est très important pour la période sur laquelle je travaille. Je crois qu'il y a un manque de sources en général en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, peut-être un peu moins à Tunis. Au Caire, au contraire, à partir de à partir de 1550 à peu près, il y a des volumes infinis, presque, de registres de tribunaux. Pour le Caire seul, il y avait à peu près 13 tribunaux avec des registres à peu près réguliers à partir de 1520 ou 30 jusqu'à 1900, jusqu'au moment où on a fermé les mahakam shari'a ou les tribunaux religieux. Donc, il y a des volumes énormes, un énorme nombre de volumes sur la vie quotidienne des Kairotes, on peut dire. Je ne peux pas dire de toutes les classes, mais d'une grande partie de la population. On peut peut-être exclure la classe qu'on connaît moins, ce sont les pauvres, parce que les pauvres n'allaient pas souvent au tribunal. Mais les artisans sont extrêmement présents, les marchands, les commerçants sont là de façon quotidienne. En plus de ça, évidemment, nous avons une grande source très importante pour étudier cette période, c'est la description de l'Égypte. Nous avons la chance d'avoir ce document, surtout pour ce qui nous concerne, les volumes qui concernent le Caire moderne, la ville moderne. Et nous avons énormément de détails, non seulement dans la description de l'Égypte, mais toute une littérature qui est liée avec l'expédition. Des gens qui sont venus plus tard et qui ont décrit, des gens qui sont venus en même temps, il y a beaucoup plus de voyageurs. Il y a aussi des sources que nous n'avons pas suffisamment exploitées. Ce sont les sources françaises. André Raymond avait travaillé sur les sources françaises à Marseille. Je crois qu'il y a beaucoup plus à faire, ce n'est pas encore fait. Une autre source très importante et très peu exploitée, ce sont les sources sur l'Égypte qui se trouvent à Istanbul. Évidemment, il y a un problème de langue, mais je crois qu'il y a beaucoup de documents en arabe qui n'ont pas été exploités. Il y a aussi sûrement plein de choses en turc. Il faut quelqu'un de bilingue pour pouvoir exploiter ça, mais ce n'est pas fait. Alors, je veux dire, pour commencer, il y a énormément de sources, il n'y a pas assez d'historiens, c'est un peu ça le problème. On n'a pas assez d'historiens pour exploiter les sources. Il y a de moins en moins des historiens. Nous avons des problèmes, je crois qu'ils sont un peu universels. Les gens n'aiment plus l'histoire. On ne veut plus étudier l'histoire. Alors, ça fait qu'il y a des montagnes, surtout pour le 19e, par exemple. Les sources sont beaucoup plus nombreuses et il n'y a pas assez d'historiens pour les exploiter. Alors, je ne sais pas quelle est la solution, mais pour le moment, c'est un problème. Mais bon, pour retourner à la question que vous m'avez posée, que j'ai déjà oubliée, je n'ai pas pris de notes.
Voilà, comment est-ce que ce monde des artisans est organisé Oui. Notamment, peut-être la question c'est une question assez discutée dans l'historiographie, de ces guildes, de ces corporations, de ces Oui. rapports avec l'État, le pouvoir. Oui, très bien. Alors, dans ces sources que j'ai mentionnées, les registres des tribunaux qui sont extrêmement nombreux, on a énormément d'informations sur les corporations de métiers. Je veux signaler deux types de sources, parce que je crois que c'est important, surtout que nous parlons de la modernité, du changement, des innovations. Nous avons énormément de sources sur les règlements des corporations de métiers. Chaque corporation avait ses propres règles. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Le chef de la corporation, ou bien le chef de la corporation, était responsable d'appliquer ces règlements. Par exemple, où est-ce qu'on peut vendre ces produits, où est-ce qu'on ne peut pas vendre ces produits, à quel prix on peut vendre le produit qu'on fabrique, etc. Plein d'autres. Parfois, pour les métiers très pauvres, il y avait des dépenses à faire lorsque quelqu'un mourait ou des dépenses à faire lorsqu'il ne pouvait plus travailler. Mais ça, c'est plutôt rare. Et en tous les cas, ce type de source nous montre les règlements des corporations qui étaient... en fait, ils étaient faits par la corporation même. Ce n'est pas dicté par l'État, comme on a dit souvent. Donc, ce type de source nous donne beaucoup de renseignements sur les différences entre une corporation et l'autre. Mais ce qui est très important, et je crois que c'est là où ça devient intéressant pour l'historien, c'est que lorsqu'on suit l'activité des artisans dans ces mêmes registres, on voit une image, on voit une situation bien différente. Premièrement, il y a beaucoup d'activités que les artisans entreprennent qui ne sont pas mentionnées dans les règlements. Ils ont par exemple 2-3 activités. Un artisan de tissu, mais il vend aussi des graines, il collectionne du matériel pour donner à un grand commerçant qui va les vendre dans le commerce de la mer Rouge, au Hagaz, par exemple. Je veux dire, les activités sont multiples. Et je crois que c'est ça qui nous montre que ça ne suffit pas d'écrire l'histoire des artisans uniquement par les règles qui sont dictées par la corporation. En fait, beaucoup de choses se passent et c'est là l'intérêt de voir quelles sont ces activités et comment le sujet dont je vais parler ce soir, c'est aussi autour du travail. Les artisans de tissu, par exemple, comment ils changent, ils s'adaptent à de nouvelles conditions, ils s'adaptent au fait qu'il faut produire beaucoup plus parce qu'il y a une plus grande demande mondiale pour le tissu. Et tout ce qu'ils font n'est pas conforme à notre idée de ce que fait une corporation. Alors, je crois que c'est un terrain à poursuivre si on veut comprendre où se trouve la modernité dans une profession qui est censée être très traditionnelle et très conservatrice. Alors, peut-être on peut donc continuer avec la question sur le rapport entre ces artisans donc très, très actifs que vous décrivez, polyactifs même, et la culture qui se diffuse, qui se développe au cours de ces périodes modernes. Et peut-être une question qui est liée aussi, qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, qui est la question, on pourrait dire, interconfessionnelle. Est-ce qu'il y a des différences entre, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens en Égypte aussi, encore à l'époque, entre chrétiens, juifs, musulmans, dans le type d'activités artisanales qui sont menées? Est-ce que ça a des impacts aussi au niveau culturel? Ou bien est-ce qu'au contraire, on peut dire que l'activité économique et l'appartenance à une culture commune relativise en grande partie ces distinctions confessionnelles? Pour ce qui est de la culture, je vais reprendre un peu ce que Abdelhamid venait de dire, et c'est aussi le travail que je suis en train de faire à présent, qui n'est pas encore... c'est-à-dire que je suis plus ou moins au début. L'histoire, c'est ce problème du langage. Je crois que le travail que j'ai fait sur le langage
c'est le travail d'une historienne, pas le travail d'une linguiste. Je veux dire, à peu près à 1600, il y a une grande expansion dans des textes que les linguistes appellent le moyen arabe ou l'arabe mixte. C'est bien ça, mixed arabic, qui utilise aussi bien l'arabe classique ou la fosha que l'arabe parlé, le dialectal ou le colloquial. Donc il y a tous les deux ensemble dans un même texte. C'est un phénomène que les linguistes ont étudié, qui existe depuis toujours. Évidemment, depuis la première utilisation de l'arabe, il y avait du mixed arabic. Mais pour d'autres raisons, il y avait des gens qui ne connaissaient pas bien l'arabe, qui n'étaient pas bien éduqués, dont l'arabe n'était pas la première langue. Je veux dire, il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans cette image. Mais moi, je parle de le mixed arabic ou l'arabe moyen ou l'arabe mixte, ou enfin, il y a beaucoup de noms. Oui, comme un phénomène social. Il me semble que le fait qu'à partir de 1600, il y a énormément de textes, peut-être à l'exception des textes purement religieux comme la jurisprudence et le hadith, qui emploient l'arabe mixte. Des textes, par exemple, les chroniques. Abdelhamid, on a mentionné pour le Tunis, et ça m'intéresse beaucoup parce que ça montre que ce phénomène se trouvait non seulement en Égypte, mais aussi en Tunisie. Je sais qu'il se trouvait aussi en Syrie, mais il faut que nous comment est-ce qu'on dit? Je perds un peu mes mots. On met nos efforts ensemble pour pouvoir élargir la région de nos études. Alors, pour ce qui est au Caire, des textes, des chroniques, la littérature, la correspondance. Je sais qu'il y a la correspondance par mon collègue Magdi Gerges entre, par exemple, le patriarcat du Caire et les évêques dans les provinces. C'est écrit en arabe moyen. Les textes médicaux, il y en a quelques-uns écrits en arabe classique, mais il y en a beaucoup écrits en arabe moyen. Malheureusement, très souvent, ces textes médicaux ne sont pas datés, alors on ne peut pas savoir exactement de quelle période, mais il y en a quelques-uns qui sont datés, et cet arabe est devenu très, très courant. Pour moi, ça, c'est un reflet d'un changement social. Il me semble qu'à partir de 1800, un peu avant, un peu après, il y a eu une reconstruction sociale, et dans cette reconstruction, on peut savoir d'une façon assez vague, parce que ce n'est pas, on travaille avec des hypothèses, les gens ordinaires ont plus de place. Ils ont un espace un peu plus élargi. Maintenant, pour ce qui est des minorités, j'ai vu un article qui parle d'un texte écrit au XVIIe siècle en hébreu moyen. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais il y a deux niveaux d'hébreu. Et les deux existent, donc c'est l'équivalent de l'arabe moyen. Les textes coptes, comme j'ai déjà dit, c'est la même chose. Donc c'est un phénomène qui est très généralisé. Et je crois qu'il mérite d'être étudié un peu plus et qu'il mérite d'être étudié par des personnes qui travaillent un peu partout dans ce monde arabe où nous n'avons pas assez de liens académiques. Évidemment, pour la Syrie, on peut dire que ça n'existe plus. Pour le Tunis, enfin, il y a tellement de problèmes autour de nous que les liens deviennent de plus en plus difficiles. On ne peut même pas lire ce qui est écrit. Je dois voir Abdelhamid pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il a écrit. Je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas le trouver. Notre bibliothèque à l'université ne l'aurait pas. Alors ça, c'est un problème, malheureusement. Peut-être une toute petite question avant de passer la parole à Elisabeth Longness sur une autre catégorie qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, mais qui est absolument essentielle, c'est la moitié de l'humanité. Est-ce que les femmes travaillent au Caire entre 1600 et 1800 ? Évidemment, les femmes travaillent, mais qu'est-ce qu'ils travaillent ? Elles travaillent comme coiffeuses, comme baigneuses. Elles travaillent, c'est des petits travaux. Ils ne sont pas des artisans qualifiés. Ils travaillent dans le tissu. Et le filage, parce que ça se fait à la maison.
Mais il y a beaucoup de petits travaux comme ça pour lier avec les femmes et la domesticité, où des domestiques, des bonnes, etc., où il y a beaucoup de femmes. Alors, mais il n'y a pas de menuisier, il n'y a pas de menuisière, il y a peut-être des cuisinières. Donc, merci beaucoup, Elisabeth Longness. Donc, avec vous, nous allons continuer donc, notre parcours chronologique. Donc, vous avez, en tant que sociologue, consacré beaucoup d'études à l'histoire de diverses professions, les ingénieurs, les médecins. Donc, je signale en particulier un ouvrage très, très intéressant, Professions et sociétés au Proche-Orient, déclin des élites, crise des classes moyennes, qui rassemble un certain nombre de ces études, paru aux presses universitaires de Rennes en 2007. Vous aviez aussi consacré un numéro plus ancien dans la revue des mondes musulmans de la Méditerranée, qui est accessible en ligne, donc je le signale parce que ça peut intéresser et c'est facile d'accès, qui avait pour titre « Le travail et la question sociale au Maghreb et au Moyen-Orient ». Donc un numéro de cette revue qui est en ligne, que vous aviez dirigé. Et je signale aussi que vous avez dirigé un numéro très récent de la revue Confluence Méditerranée, intitulé donc « La société libanaise à l'épreuve du drame syrien », qui est sorti en mars 2015, où vous traitez notamment de la question des travailleurs immigrés. Donc voilà, la question du travail, c'est vraiment la question centrale de vos recherches, je crois. Et vous avez apporté beaucoup de réflexions nouvelles sur l'évolution du travail, de ce que vous avez appelé aussi les professions, l'apparition de ces professions modernes dans les grandes villes du monde arabe. Donc voilà, comment peut-on étudier ces professions modernes, leur apparition, leur insertion progressive dans la société, et puis on parlera peut-être dans un deuxième temps aussi de leur rapport à l'État. Donc merci Eric. Alors effectivement, pour revenir un petit peu sur ma trajectoire, je m'intéresse globalement au monde du travail. Et pour la petite histoire, si je puis dire, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au monde ouvrier en Syrie, et c'est m'intéressant au monde ouvrier que j'ai rencontré les ingénieurs d'une certaine façon. Et c'est à partir de là donc que j'ai commencé à travailler sur les ingénieurs, dont j'ai pris conscience du fait que c'était une profession absolument centrale dans ce qui était, dans les années 80 pendant lesquelles j'ai travaillé, et un peu avant, la profession emblématique de ce qui était le projet de développement de l'État moderne indépendant. Donc c'était le cas en Syrie où je travaillais, mais c'était valable évidemment un peu dans la plupart des pays arabes, sinon tous, et évidemment d'autres régions du monde. Donc c'est comme ça que je me suis amené à m'y intéresser, et en m'interrogeant en fait sur ce lien particulièrement fort avec l'État et avec le projet étatique. Dans ma recherche aussi, dans mon travail, j'ai toujours essayé de lier une réflexion et une analyse des conditions de travail, des formes d'organisation du travail et des conditions de mobilisation des différentes catégories de travailleurs, disons, c'est-à-dire du syndicalisme. Et en l'occurrence, les ingénieurs en Syrie, mais pas seulement en Syrie, ont une organisation professionnelle, un syndicat de caractère corporatiste, en fait, qu'on appelle en arabe donc un syndicat professionnel, Niqaba Mehaniya, et en fait dont les exemples les beaucoup plus intéressants se trouvent en Égypte, parce qu'en Égypte, on a un ensemble d'organisations professionnelles qui ont cette identité de Niqabat Mehaniya et qui se sont créées progressivement, en fait, qui sont liées aussi à l'histoire des luttes nationales au début, et qui ensuite ont joué un rôle central en fait dans la mise en place du projet de développement par Nasser, et donc ont eu une relation quasi organique, disons, avec ce projet de l'État. Donc c'est tout ça qui m'intéressait, et donc, du fait de cette relation à l'État, donc je réponds tout de suite à la deuxième question. Du fait de cette relation à l'État, j'ai essayé de réfléchir d'où elle venait, parce que dans mon travail aussi, bien sûr, j'ai été amené, comme beaucoup de sociologues, surtout quand on travaille sur une ère qui n'est pas la nôtre, j'ai envie de dire, à m'interroger sur l'héritage historique, en fait, de tout ça. Et donc sur les conditions de la modernisation, en fait, l'émergence
la modernité étatique, enfin, pour dire les choses de manière un petit peu rapide, à partir du 19e siècle. Et j'ai envie de dire qu'au 19e siècle, en fait, il y a 2 grandes mutations. C'est pour ça que moi, je pense que c'est difficile d'isoler, si on veut parler de travailler en général, de séparer le travail industriel, artisanal, etc., de ce qui est justement ces nouvelles formes de travail liées à l'État. Au 19e siècle, il y a 2 grandes mutations. C'est les réformes administratives, la réforme de l'État, avec du coup l'émergence d'un nouveau type de service de l'État, et le fait que l'État a besoin de former des gens compétents pour à la fois développer son administration et gérer ses ressources. Et en même temps, c'est au même moment qu'il y a pénétration des intérêts économiques occidentaux, et donc un développement des infrastructures, mais évidemment dans un contexte de pénétration et de domination croissante économique de l'Europe, et émergence d'une industrie de type moderne. Donc on a parallèlement en fait apparition de nouvelles catégories de travailleurs détachés, pour ce qui concerne le monde industriel, détachés des anciennes corporations, et de nouvelles catégories liées à l'État. Et c'est dans ce contexte-là, de ces nouvelles catégories de fonctionnaires en fait liés à l'État, qu'émergent évidemment ces professions modernes, dont les 2 premières, les plus importantes, qui sont liées à la modernité scientifique aussi, donc sont les ingénieurs et les médecins, avec la création d'écoles d'ingénieurs et de médecins. Les premières, c'est Istanbul et Le Caire. Un peu plus tard, peut-être pour les ingénieurs en Tunisie aussi. Hein. Donc les 3 pôles de la modernité, mais bon, là, je laisserai ensuite peut-être les historiens préciser ou confirmer ce que je dis. Donc les 3 pôles de la modernisation étatique et économique, c'est d'abord Istanbul et Le Caire, et ensuite Tunis. Pour les autres grandes villes du monde arabe, ça sera la colonisation, en fait, qui introduira ces changements. De sorte que, pour poursuivre, pour donner un peu quelques éléments de cadre à ce qui a été ma réflexion, au fond, je pense qu'on peut dire qu'il y a 3 ou 4 grandes phases de modernisation ou de mutation sociale, économique et politique, et qui déboucheront sur ce qui a été le terrain à proprement parler de ma recherche. Il y a la période du 19e siècle, donc avec les réformes étatiques et cette première introduction d'une organisation capitaliste en fait de la production, et du coup d'un mode de mise au travail nouveau, avec la création des infrastructures, des routes, des chemins de fer, des ports, etc. Mais aussi l'apparition d'une industrie moderne, essentiellement dans le textile, avec le développement de la culture du coton, le développement de la soie en Syrie. Donc ça, c'est la période pré-coloniale. Ensuite, il y a la période de présence coloniale à proprement parler, mais où là, ce qui change, enfin, c'est à la fois un mouvement qui se poursuit, mais ce qui change, c'est l'introduction, pour ce qui concerne l'État, évidemment, des fonctionnaires occidentaux, enfin, anglais et français. Donc ça change la structuration, disons, à la fois des professions modernes et de l'administration de l'État, donc tout ce qui est emploi de l'État, puisqu'on a des étrangers qui occupent ces positions, et d'où aussi la naissance d'un mouvement nationaliste qui s'appuie en particulier sur ces milieux-là. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. La 3e phase, c'est la phase de l'indépendance, bien sûr. Alors la phase de l'indépendance, c'est des phases de massification de l'enseignement de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier, et qui voit l'accroissement très important de ces catégories sur lesquelles j'ai travaillé, donc ingénieurs et médecins, ingénieurs en particulier, avec du coup progressivement une situation de crise sociale. J'ai parlé, le sous-titre de mon livre, c'est Déclin des élites, crise des classes moyennes. Une crise sociale qui est due à la fois à un effet de déclin un peu mécanique qu'on trouve ailleurs, hein, qu'on a trouvé aussi en France, enfin, du fait de la croissance démographique de ces catégories, mais qui est lié aussi au fait que le modèle économique développementaliste entre en crise,
et que du coup, ces catégories, et les ingénieurs en particulier, sont au cœur de cette crise en fait, du modèle économique de développement. La dernière phase, c'est celle qu'on a vécue ces 2 dernières décennies, hein, avec les politiques d'ouverture économique, de privatisation, de montée du chômage, et qui touche toutes les catégories de travailleurs. Peut-être que c'est un premier élément, ensemble de réponses. Alors peut-être on peut aborder ici donc une question qui est, je dirais, l'envers du travail, c'est-à-dire le non-travail ou le chômage, qui a quand même joué un rôle essentiel dans le déclenchement des mouvements du printemps arabe. Est-ce qu'on peut dire que le travail a servi pendant une grande partie de la période moderne, 19e, 20e siècle, de vecteur d'intégration de nouveaux venus à la société urbaine, des sociétés urbaines qui se sont étendues, et que ce travail entré en crise, d'une certaine manière, ne joue plus tout à fait ce rôle aujourd'hui, ou qu'il le joue moins, et c'est la question que posent notamment ces cohortes de jeunes chômeurs, enfin, qui du coup peut-être sont dans une situation difficile d'intégration à la ville et aussi plus largement à la nation. Oui, alors là aussi, ça me donne envie en fait, de reprendre une autre question en amont que j'ai pas abordée. Je pense que, et là aussi avec un petit élément d'histoire personnelle, si je puis me permettre, j'ai beaucoup travaillé dans une équipe de recherche pluridisciplinaire qui comprenait des anthropologues en particulier. Moi, je me suis au départ donc intéressé en tant que sociologue vraiment à des secteurs considérés comme parfaitement modernes, pas du tout traditionnels, l'industrie, les professions modernes, etc. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'au fond, mes collègues anthropologues, travaillant aussi vraiment en articulation anthropologie-histoire, sur la ville arabe, il y a eu toute une période de réflexion sur qu'est-ce que la ville arabe. Ils s'intéressaient au souk et aux métiers traditionnels. Donc la structuration de la ville arabe autour du souk et des métiers. Et pour moi, la ville à laquelle j'étais confronté, c'était pas du tout celle des souks, c'était celle des grandes avenues, des banques, des administrations. Et au fond, ça m'a fait réfléchir à cette idée de qu'est-ce qui fait ville. Et je pense qu'on peut dire qu'effectivement, les différentes formes d'activité et de travail et cette montée en puissance de l'État avec tout ce que ça signifie concrètement, c'est-à-dire ses administrations, ses services, etc., ça contribue à faire ville et à faire muter, en fait, hein, la structure de la ville. Donc effectivement, alors par ailleurs, ceci dit, si on parle industrie, c'est peut-être... ça me permet de revenir même à travers les siècles à ce que disait Roland. L'industrialisation est évidemment, à juste titre, associée à l'urbanisation, à la ville, alors même qu'en même temps, la grande industrie naît souvent à l'extérieur des villes et aux portes des villes. Donc en fait, il y a un double mouvement, parce que l'industrie fait ville, parce qu'elle agglomère des ouvriers, mais là aussi, elle fait ville différemment. Donc, évidemment, effectivement, là, pour revenir à ce qui était à ta question, la croissance urbaine qui est liée à tout ça, hein, à l'industrialisation, au développement des services, de l'administration, etc., attire de nouvelles populations et elle est concomitante, évidemment, d'une mutation aussi du monde rural, avec une réduction de la part de l'agriculture et à l'arrivée de nouvelles populations dans les villes qui passent aussi par l'école. C'est aussi le phénomène de développement de la scolarisation. Et donc, là aussi, une mutation d'ensemble de la société. Ça, c'est des choses, je pense qu'on ne dit jamais assez à quel point le XXe siècle a été, et même la deuxième moitié du XXe siècle, a été un moment de très grande mutation sociale et économique. Mais qui effectivement ensuite a débouché, c'est pas conclu, mais a débouché dans les dernières années sur une crise du monde rural et du monde urbain comme du monde urbain, et avec cette contradiction vécue en fait d'un déclassement de ces nouvelles générations de gens arrivés, qui avaient accédé à l'école et à l'enseignement supérieur avec l'espoir de pouvoir accéder aux professions correspondantes et au statut
social et professionnel correspondant en fait à ce qu'il était à la génération d'avant. Et il ne pouvait plus être ce qu'il était à la génération d'avant du fait de ces mutations démographiques, du fait de ce gonflement démographique de ces diplômés. Et voilà. Donc, alors, c'est évidemment une des dimensions de la crise qui a produit les révolutions arabes. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien entendu. Il y a des dimensions culturelles qui sont aussi, je crois, très importantes. Très bien, alors merci donc aux 4 intervenants pour ce premier tour de table, on pourrait dire. Il nous reste donc un peu de temps pour la discussion avec la salle, donc si vous avez... vous voulez peut-être... Oui, bien sûr. Non, je voulais citer trois points qui rebondissent sur ce qui a été dit. En ce qui concerne les cathébes, on a des calligraphes qui participent à l'élaboration des grandes céramiques à l'époque fatimide, avec aussi des peintres. Donc il y a une qualité d'écriture et une qualité de dessin qui n'a plus été faite depuis à peu près les grandes céramiques grecques, la figure rouge ou la figure noire. Donc ça... et qui seront après effectivement faites aussi en Iran avec la minaille ou le lustre métallique iranien. À l'époque fatimide, les grands lustres métalliques, donc les céramiques à décor doré, sont associés des écrivains, enfin des calligraphes et des artistes dans l'élaboration du décor de ces céramiques. Un autre point à propos du travail féminin, évidemment, c'est une hypothèse, mais à l'époque omeyyade, donc la deuxième moitié du 7e siècle, la première moitié du 8e siècle, on a une très très grande quantité de fusailloles, c'est-à-dire les petits disques qui sont enfilés sur un fuseau. On a des fuseaux et on a aussi eu la chance d'avoir des fuseaux avec des fils de lin en l'occurrence et des fusailloles en place et aucun élément concernant des métiers de tissage. Donc on peut en déduire qu'il y a une activité de filage, vraisemblablement féminine, mais évidemment j'en ai pas la preuve. Déjà à l'époque omeyyade, on fabrique du filet et il doit être récolté et amené dans les ateliers de tisserands. C'est un élément. Et alors l'autre point, parce que ça concerne aussi l'activité de la ville, alors je n'ose pas dire zabaline parce qu'il y a un statut qui n'est peut-être pas le leur, mais en tout cas les chiffonniers, on a la présence de chiffonniers les premiers au début du 9e siècle, à Fostat. Et alors je dis chiffonniers parce que quand on fait une fouille, on tombe toujours sur des ordures, mais là il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'éléments qui sont triés, on a des tas de tissus d'un côté, des tas de papyrus de l'autre, des tas de cuir, etc. Donc il s'agit vraiment de chiffonniers. Donc ça, déjà, dès le début du 9e siècle. C'est à propos justement de l'artisanat féminin. Je me rappelle maintenant que dans une région comme celle du Jérid tunisien, au sud-ouest de la Tunisie, il y a un artisanat textile très réputé, distribué dans le commerce caravanier et très raffiné aussi. Et cet artisanat est fait dans les maisons. Et chose un peu particulière, on taxait les maisons. Les maisons payaient une taxe, on se demande pourquoi une taxe sur les maisons. Tout simplement parce que ces maisons abritaient une activité artisanale assez prospère et c'est une activité entretenue et tenue surtout par les femmes, filage, tissage et tout le reste. J'ajoute une autre information à propos des documents. Chose extraordinaire en Tunisie, et seule en Tunisie dans le monde ottoman, on n'a pas l'équivalent du registre des tribunaux, le Mahakam al-Shara'i. Je ne sais pas où est-ce que ces archives ont dû disparaître. On a enquêté, cherché, on n'arrive pas à trouver ça. Bon, voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, donc si les intervenants n'ont plus de points, bien sûr, oui. C'est le principe d'une table ronde, voilà. Il y a une petite chose aussi que j'ai pas du tout évoquée alors que j'y pensais tout à l'heure. C'est la question du travail migrant. Oui. Juste un mot, quoi, parce que pourquoi est-ce qu'on a cité
proposais qu'on cite le dernier numéro de Confluence Méditerranée que j'ai coordonné, c'est qu'effectivement, ces derniers temps, j'ai aussi, j'ai eu à diverses occasions l'occasion de travailler sur les travailleurs migrants. Alors évidemment, ça concerne dans le monde arabe, hein, je parle à l'intérieur du monde arabe, les pays du Golfe, avant tout, mais ça concerne aussi de plus en plus le Liban, la Jordanie, alors en fait l'Égypte aussi d'une certaine manière, à un beaucoup moindre degré, mais je pense que vous avez des Soudanais, vous avez des... donc voilà, je voulais juste dire que ça aussi c'est un phénomène qui est évidemment récent et important et qui contribue à la fragilisation des statuts, à la pression sur les conditions de travail, etc. Parce que évidemment le symétrique, qui n'est pas vraiment asymétrique, c'est l'émigration. La question des diplômés, le gros problème des diplômés aujourd'hui dans beaucoup de pays arabes, en tout cas ceux que je connais, c'est-à-dire la Syrie, le Liban surtout, et l'Égypte un peu, ils émigrent. Ils émigrent dans les pays du Golfe. Voilà. Et donc il y a une articulation pays du Golfe, pays du Proche-Orient qui est liée à ces questions du marché du travail qui est très importante. Voilà, juste cette remarque. Très bien, donc la parole est à la salle. Voilà, je suis sûr que vous brûlez de poser des questions à nos intervenants. Madame. Je suppose qu'il devait y avoir d'autres structures, bon, les écoles, il y a des écoles en Tunisie qui sont anciennes, mais enfin, est-ce qu'il y a un lien? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Vous voulez dire entre le développement des écoles et le développement de certaines formes de... l'éducation, d'une manière, l'éducation nationale. De certaines formes de travail. Pardon, ouais. J'emploie des mots trop modernes pour l'idée que... pour l'époque à laquelle je fais référence. Je suppose que vous parlez du 19e siècle, peut-être? Oui. Évidemment, pour ce qui est avant le 19e siècle, nous avons les écoles coraniques. Je crois qu'il y a eu une expansion des écoles coraniques de façon à ce que les marchands, les artisans, les gens ordinaires ont eu la possibilité, beaucoup plus d'entre eux ont eu la possibilité d'apprendre un minimum, c'est-à-dire à lire, à écrire et à savoir faire un peu d'arithmétique. Au 19e siècle, tout le long du 19e siècle, l'école coranique continue à jouer un rôle très important. Si nous nous rappelons qu'un grand penseur comme Ali Mubarak à la fin du siècle, ou la seconde moitié du 19e siècle, était éduqué dans son village, dans une école coranique. Rifat Tahtawi également a été éduqué dans ses premières années, quand il était jeune, je veux dire, était aussi éduqué dans les écoles coraniques. Donc c'est un phénomène important qui continue à exister, à jouer un rôle significatif tout le long du 19e et même le 20e siècle. Évidemment, l'introduction de l'école que nous appelons moderne, qui a été fondée par Mohamed Ali sur le système du lycée en France, évidemment, ça a changé beaucoup de données. Les gens qui entraient dans les écoles modernes n'allaient plus continuer leur carrière dans l'artisanat. Ils allaient continuer leur carrière dans les emplois de l'administration. Je veux dire, ça a ouvert les portes à un autre type de profession, un autre type de travail. Évidemment, l'étude n'est pas faite de façon approfondie, mais je suppose que tous ceux qui sont entrés dans les écoles modernes ont pris un autre chemin et ont travaillé dans d'autres professions que l'artisanat. C'est mon impression. Oui, pour la Tunisie, je dirais que c'est vrai qu'aussi il y a un changement au XIXe siècle. En Tunisie, le changement, c'est avec, au temps d'Ahmed Bey, 1840 à peu près, avec la naissance d'une nouvelle école, l'école du Bardo. On l'appelait, les historiens appelaient plus tard école polytechnique, mais en fait, elle n'était pas appelée
école polytechnique, mais c'était une école avec un enseignement moderne où on enseignait des matières qu'on n'enseignait pas jusque-là, comme par exemple la cartographie, l'histoire, la géographie. C'était des enseignements qui n'existaient pas dans la Zitouna. La Zitouna, même on voyait que c'est une perte de temps, c'est contre même la religion, c'est d'enseigner des matières comme la littérature, l'histoire, etc. Donc, il y a un autre enseignement qui s'approfondit après avec la naissance du Sadiki, Collège Sadiki, au temps de Khairuddin en 1874. Mais ce qui est, à mon avis, important, c'est de voir avant la naissance de cette modernité, il y a une autre modernité qui se développait en parallèle avec l'enseignement de la Zitouna et l'enseignement traditionnel. Il y a des gens qui réfléchissaient, qui pensaient, qui faisaient des choses presque autodidactes et qui modernisaient en quelque sorte le savoir, la culture. C'est comme le Khêtre que j'évoquais tout à l'heure, sont des gens qui ont fait leur carrière dans l'enseignement traditionnel, mais qui se transforment à la demande de la bureaucratie. Et ils s'informent par quels moyens. Sûrement, ils regardent ce qui se passe dans l'Empire ottoman et même chez les Européens peut-être. Ils apprennent comment faire des recensements, ils apprennent comment faire... C'est-à-dire des trucs séculiers, c'est-à-dire ça relève d'un enseignement séculier qui n'a rien à voir avec l'enseignement religieux qui est fait dans les mosquées. Et je voulais revenir tout à l'heure, Nelly évoquait ce phénomène de retour à la langue dialectale. Elle a dit que c'est un phénomène social. D'accord, c'est un phénomène social, mais je dirais même plus que ça. Ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Ils faisaient ça comme acte réfléchi. Ils voulaient créer les conditions de l'articulation, comme je disais tout à l'heure, entre un État qui se construisait et aussi un territoire qu'on cherchait à territorialiser. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un aspect de modernité, au sens vrai du terme. Voilà. Bon, très rapidement, je pense qu'effectivement, il y a une relation évidemment très très forte entre le développement de l'école, les conditions de création de nouvelles écoles, le développement de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et les conditions d'accès et d'emploi et de travail ensuite de ces catégories qui ont accédé à de nouveaux types de formation. Juste deux remarques. D'abord la question de la langue, effectivement. Moi j'ai envie d'introduire, à l'époque coloniale, il y a aussi les langues étrangères qui arrivent. Et on impose, en Égypte, on impose les Anglais imposent l'anglais et en Syrie et au Liban, les Français imposent le français. Peut-être qu'il faut aussi mentionner le poids des écoles de mission, et donc dont il reste des traces évidemment particulièrement importantes au Liban. Le Liban a gardé un système complètement libéral, scolaire libéral, donc avec une multiplicité d'établissements privés et donc en français, utilisant le français, avec maintenant une progression croissante de l'anglais. Donc si on va jusqu'à aujourd'hui, bon. Donc ça c'était sur la question de la langue, je pense qu'il y a ça qui est important. Sur la question des effectifs, en fait au 19e siècle, au début de la période de modernisation, au sens de la création de l'État moderne, les écoles sont créées pour explicitement former des fonctionnaires dans l'État. Enfin, là, je pense à ce que j'ai lu à propos de l'Égypte, donc avec la possibilité de réduire le nombre. Enfin, c'est sur concours, on recrute un nombre d'élèves dont on a besoin pour remplir des postes voilà, dans l'État. Un siècle après, c'est radicalement différent. Il n'y a plus de lien entre le nombre de gens qui accèdent à l'université, c'est devenu un droit, et le nombre et les besoins. Et un élément de la crise, c'est ça, évidemment, c'est le décalage entre la massification de l'enseignement, mais du coup aussi des conditions. Là, je pense en particulier à la Syrie. Enfin, c'était vrai pour l'Égypte. C'est aussi vrai pour l'université libanaise, qui est l'université publique au Liban, dans des conditions un peu différentes. Enfin, c'est vrai un peu partout. Donc, on a à la fois massification, mais du coup, des conditions d'enseignement qui sont moins bonnes, et du coup aussi des conditions enfin, un chômage croissant, etc. Enfin, c'est des phénomènes qu'on retrouve ailleurs, donc je ne vais pas m'étendre. Très bien, peut-être d'autres questions, donc monsieur. Oui, vous avez cité tout à l'heure, en citant Ibn Khaldoun, le mot agriculture. Et je voulais savoir comment, à chaque période que vous avez évoquée, s'articulent les relations entre les villes et les espaces ruraux. Alors, une autre grande question.
Peut-être, vous voulez redire un mot? Oui, d'abord, j'ai évoqué la ruralité de la ville, en tout cas au début de l'islam, au 7e, 8e, 9e siècle, parce qu'il y a une différence. Si on prend une maison patricienne telle qu'on les a trouvées dans les fouilles à l'époque fatimide, à la fin du 10e et 11e siècle, on a tout un aménagement d'agrément qu'on va retrouver aussi dans les mausolées à l'époque fatimide, avec des cours, des jardins, des bassins. À l'époque omeyyade, on a des grandes maisons, des grandes dars, avec des cours, mais toutes ces cours sont dévolues au stockage des denrées, au travail domestique. C'est-à-dire qu'en fait, on part du grain de blé pour en arriver au pain. Et ça, tout le processus se fait à la maison, avec les meules, avec les grandes jarres qui contiennent le blé. Il y a des aménagements, certainement pour peut-être de la volaille, parce que, bon, les Arabes de Fostat, parce que, disons, la ville de Fostat a été une ville arabe, pas du tout un campement, ça, il faut oublier l'idée du campement, c'est une vision complètement dépassée, mais une ville arabe jusqu'à peu près au gouvernorat d'Abdelaziz ibn Marwan, le frère du calife Abdelmalik, et qui a encouragé les soldats de la garnison arabe à se mélanger aux populations. Et il y a à la fois des événements du type inondation catastrophique, épidémie de peste, tout ça, dans les années 600, disons autour de 690. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une reconstruction de certains quartiers à Fostat, avec l'introduction visiblement de la population égyptienne. Donc ça correspond assez bien à ce qu'avaient trouvé les historiens. Et on a une sorte d'osmose entre la population arabe et la population égyptienne. Et les pratiques qu'on peut constater sont liées à ce type d'économie domestique dont je parlais, avec peut-être la possibilité de certaines grandes maisons, parce qu'il y a une mixité sociale, il n'y a pas de ségrégation sociale visible. Est-ce que peut-être les grandes dars produisaient pour l'ensemble puisque c'était la même tribu des Ma'afir, plus des Égyptiens. Et donc il y a peut-être un rôle de production de la part de certaines dars. Ça introduit effectivement la notion de l'activité dans la ville qui est identique à ce qu'elle devait être dans les villages de la vallée ou du delta. Et donc, c'est ce que j'appelle la ruralité de la ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas un espace bien empierré avec des rues, des places. Ce sont des ruelles où on passe. Un chameau chargé ne passe pas dans les ruelles du quartier que j'ai fouillé. Au maximum, c'est un âne ou un portefaix. Bon, tout ça, ça crée des conditions de vie quotidienne et économique assez intéressantes. Et la campagne est à Fostat. Au sud de Fostat, il y a un grand quartier qui s'appelle toujours d'ailleurs le Bassatine. Donc c'est des jardins évidemment producteurs des jardins maraîchers. Il y a une ambiguïté plus importante en ce qui concerne l'île voisine qui s'appelle quand même Roda, donc les jardins aussi. Mais alors là, il y a peut-être plus de jardins d'horticulture que de jardins maraîchers. Donc tout ça est... Parce que la ville doit vivre. Et donc, c'est autour de la ville que ça se passe en premier lieu. Après, il y a effectivement des expéditions de plus loin, quoi, du delta, de la vallée. Voilà. Peut-être juste un mot rapide, parce qu'il y avait d'autres questions aussi. Si d'autres veulent réagir sur ces questions-là. Non, d'accord. Alors, d'autres questions, Mounira, je crois que vous aviez une question. Moi, je me demandais, vous avez parlé du travail, mais pour l'époque médiévale, bien sûr, un peu après ta période, et à partir du 9e siècle, il y a des traités de Hisba. Et dans les traités de Hisba, on a quand même une variété de métiers, et ça commence quand même au 9e siècle. On a donc assez tôt une idée sur le travail en ville. Et dans les documents waqf égyptiens, que je connais un peu mieux que tunisiens, on a aussi un certain nombre de métiers qui sont évoqués, ne serait-ce que parce
parce que le fondateur prévoit des salaires pour des tas de catégories de métiers. Est-ce que dans les documents WACF tunisiens, tu n'as pas l'équivalent pour les périodes? Tu as étudié, toi, des documents WACF? C'est pour ça. Oui, j'en ai étudié, mais on n'a pas. J'ai dit, on a la description des biens, le remplacement. Peut-être on parle de personnages qui ont telle activité ou telle autre, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors, Qadi Adoum, oui, il y a parfois des ajouiba où on évoque des aspects de l'artisanat, mais c'est vraiment très, très limité aussi. Alors, peut-être une question là-bas, mademoiselle? En fait, il y a au XIIe siècle, on a des textes, des règlements de corporation qui justement, sur la question des différentes cultures, notamment du mélange juif, musulman principalement, dans les corporations, comment ça s'organisait, on a des textes qui disent que dans les mêmes activités, dans les mêmes entrepôts, ils s'arrangeaient en fait entre juifs et musulmans pour les jours de repos, en fait, pour que du coup les juifs puissent avoir leur jour de repos dans leur semaine de travail et qui après prenaient le relais quand c'était donc aux musulmans de prendre leur jour de repos. Donc ça, on a des textes du XIIe siècle. Ce ne sont pas des textes de corporation, hein, ce sont des documents de la Guédiza, donc ils sont cette source très abondante sur les communautés juives d'Égypte et qui évoquent effectivement, notamment dans des correspondances, on voit qu'il y a ce type d'arrangement qui existe. Mais ce ne sont pas des textes normatifs, ce ne sont pas des textes législatifs. Et dans les traités de Hisba qu'évoquait Mounira Chapoutot, c'est un peu la même chose que ce que vous disiez tout à l'heure à propos des règlements, c'est-à-dire on a des règles, est-ce que ces règles correspondent aux pratiques réelles? Voilà. Voilà, donc il faut croiser toujours avec d'autres sources, mais ce sont des sources qui sont normatives, c'est-à-dire elles donnent un idéal qui ne correspond pas forcément après aux pratiques telles qu'elles pouvaient se dérouler. Bien sûr, mais c'est ce qui montre aussi qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place pour enfin, en tout cas, qu'on essaie de mettre en place dans ce genre de choses. Et aussi, pour revenir sur ce que disait Madame Anna sur les sources françaises au 19e siècle, je sais que même si on n'a pas beaucoup d'informations sur l'artisanat de manière générale, on a aussi quand même, par les soldats français, des recensements qui sont faits au 19e siècle avec les activités des hommes qui sont recensés dans certains quartiers du Caire, qui du coup permettent aussi de savoir, ne serait-ce que quelles sont les activités réalisées au Caire à ce moment-là. Très bien, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est à propos de disons d'une sorte de tradition, parce que en tant qu'historien, je me méfie complètement de ce qu'on appelle la tradition, parce que les choses commencent un jour et se terminent un autre. Et donc il y a ce problème, ne serait-ce que tu en parlais des WACF. Il y a peut-être la présence d'un WACF, mais on n'en a pas le papier, on n'en a pas le document, à l'époque fatimide. Les fouilles de Ali Bargat et de Scanlon à Fostat ont mis au jour tout un quartier résidentiel qui est visiblement un truc planifié, puisqu'il y a un arasement de tout ce qui existait avant. Et certainement à l'époque d'Al-Aziz, donc le premier grand calife fatimide du Caire, puisque El-Moraïs n'a pratiquement pas régné, on a, à mon avis, un acte de waqf, de fondation, mais on n'a pas le papier, il n'y a aucun waqf fatimide qui existe. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour parler de l'organisation du travail des artisans dans les périodes hautes, on ne peut que faire des spéculations parce qu'on n'a pas de texte. Les périodes dont je parle, moi, il n'y a aucun texte avant le début du IXe siècle. Enfin, texte source édité, ou peut-être qu'on en trouvera d'autres. Les seuls textes qui existent, c'est ceux que je trouve. On parlait de l'enseignement. J'ai des traces d'enseignement. Il y a en Égypte une spécialité, c'est l'ostracon, enfin, les ostracas, c'est-à-dire les morceaux
En ce qui concerne l'Égypte arabe, les morceaux de céramique sur lesquels on écrit, et j'ai une multitude d'ostracas où les gens apprennent à écrire, avec des basmalas qui sont maladroites, qui sont rayées, tout ça, ça a été jeté. Donc il y a un problème d'éducation, parce qu'il fallait bien que les gens apprennent quelque part, mais on ne sait pas où, en ce qui concerne... même les mosquées ne sont pas celles qu'on croit. La mosquée d'Aramr, au IXe siècle, faisait au maximum 40 mètres de long. La mosquée que j'ai trouvée à Istabla-Antar en fait 23. Ce qui est ridicule, mais finalement, comme la grande mosquée de Fostat ne faisait que 40 mètres, 23 mètres, c'est pas si ridicule que ça. À quoi servait une mosquée où on enseignait la religion, etc. Quand on a une moussalla, des espaces ouverts, des enclos, et l'enseignement allait de pair, évidemment. On a retrouvé aussi, à l'époque plus tardive, à l'époque fatimide, une planchette en bois, comme ça existe encore en Mauritanie à l'heure actuelle, où les gens apprennent à écrire. Mais là, la planchette en question, qu'on a pu photographier à l'infrarouge, c'est une planchette où c'est un érudit, enfin en tout cas quelqu'un de très... parce que la calligraphie de son arabe est remarquable. Donc il ne s'agit pas du tout du niveau du Kotab, mais du niveau de la madrasa. C'est un peu différent. Et quant au madrasa, justement, elle se développe à partir du XIIe, XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il y avait avant? À part la mosquée Al-Azhar, qui était un centre de propagande chiite à l'époque, et non pas une université, on ne sait pas trop ce qu'il y avait sur ce genre. Voilà, alors on va clore donc cette table ronde. Vous pouvez, nos intervenants sont là, donc vous pouvez venir leur poser des questions encore après la fin. On va sortir pour laisser la place à la table ronde suivante. Je remercie beaucoup donc, nos 4 intervenants et puis donc le public pour son attention. Merci.